Je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été menée au niveau national pour valoriser les données des exploitations du réseau. L'objectif de cette étude était de travailler sur une nouvelle typologie pour mieux caractériser les exploitations entre elles et pouvoir faire des groupes plus homogènes. Effectivement, au cours des années précédentes, on s'est rendu compte que lorsque l'on observe les produits des exploitations, généralement, on a une très grande diversité des produits. Et l'objectif de cette étude était de partir cette fois-ci des produits des exploitations pour typer et classer les exploitations, plutôt que de partir de la typologie déclarative. Donc nous avons identifié différents systèmes de fonctionnement qu'on va voir ensuite, et l'objectif est de décrire bien évidemment leur fonctionnement et leurs différentes stratégies. Donc au niveau de la méthode utilisée, nous avons testé différents niveaux de pourcentage pour classer ces exploitations, et nous avons regroupé différents produits de ces exploitations par grands types d'activités. On a identifié plusieurs grands types d'activités: les élevages, les écoles d'équitation, les centres de tourisme équestre et les pensions. Donc pour les élevages, en fait, nous avons regroupé toutes les données concernant les ventes de chevaux auxquelles nous avons soustrait les achats. Nous avons additionné les variations d'inventaire et toutes les primes liées à l'élevage, comme les primes de modèles et allures. Au niveau des écoles d'équitation, nous avons regroupé tous les produits, les cours, les stages, les examens, les adhésions de centres équestres et tous les produits qui pouvaient être liés à ce système-là. Au niveau des centres de tourisme équestre, nous avons retenu les produits de randonnée, de tourisme, d'hébergement, de restauration. Et ensuite, dernier groupe, ce sont les écuries de pension auxquelles nous avons regroupé donc, tout ce qui était prestations de pension-travail, de débourrage et des pensions sans travail également. Donc nous avons travaillé sur la base de données 2010, donc 205 exploitations. Nous obtenons la répartition des exploitations suivantes. Donc en fait, sur cette base de 205 exploitations, le premier tri a été fait en fonction du degré de spécialisation de l'exploitation. Donc nous sommes partis des différents produits de l'exploitation et celles qui ont plus de 80% du produit lié aux activités équines ont été considérées comme des exploitations spécialisées en équins. Celles qui avaient moins de 80% du produit équin ont été considérées comme une exploitation avec un autre atelier agricole. Parmi ces exploitations spécialisées, donc c'est celles sur lesquelles nous allons nous attarder aujourd'hui, il y avait 135 exploitations. Nous avons regroupé là aussi les exploitations en fonction des activités présentes sur la structure. Donc on obtient 3 grands groupes. Le premier groupe des élevages qui correspond en fait aux exploitations qui ont plus de 50% du produit équin lié à l'élevage, c'est-à-dire aux ventes de chevaux, ce que l'on a vu tout à l'heure, auquel on a ajouté les variations d'inventaire et les primes. On va rentrer plus en détail dans ce groupe-là. Un deuxième groupe, ce sont les exploitations qui ont plus de 50% des produits liés aux établissements équestres. C'est ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire les écoles d'équitation, donc les cours, les stages, les centres de tourisme équestre, etc. On va rentrer dans le détail de ces groupes juste après. Et il reste un groupe où on n'a aucune activité dominante, on a un peu de tout. Ce sont des ateliers diversifiés, que l'on a appelés ateliers diversifiés. Le second grand groupe, donc c'est-à-dire les exploitations qui ont un autre atelier agricole, nous avons retenu l'atelier dominant sur la structure. Et nous avons donc un atelier bovin-viande, grande culture, bovin-lait, ovin et culture spéciale. Donc nous allons nous attarder sur cette intervention plus sur le groupe des équins spécialisés. Donc le groupe des élevages. Je vous ai dit, ce sont les exploitations qui ont plus de 50% du produit lié à l'élevage. Eh bien, quand on regarde l'ensemble des exploitations de ce groupe-là, en fait, on a étudié et analysé les produits de chaque exploitation et en fait, on a identifié des profils de produits et c'est comme ça qu'on a pu identifier certains groupes d'exploitation assez homogènes entre elles. Donc, on a retenu 2 groupes. Un groupe des élevages spécialisés qui ont là plus de 80% des produits qui sont liés à la vente des équidés. Et un second groupe où on a les produits d'élevage plus des activités annexes telles que la pension, l'enseignement ou voire un peu de tourisme et de reproduction.
En fait, dans le premier groupe, on a des élevages de chevaux de selle, hein, de chevaux de sport. On a également des élevages de chevaux donc de sport CSO et endurance. Et le second groupe, donc, ce sont des élevages qui ont développé des activités annexes, donc des pensions. On peut avoir des pensions élevage, quelques pensions travail également, un peu d'enseignement. Et une activité de reproduction aussi. On peut avoir un centre de reproduction qui est associé à l'élevage. Donc ce que l'on remarque, c'est entre ces deux groupes, le second groupe arrive à générer 4 000 € en moyenne de produits ramenés à l'UGB équin présent, c'est-à-dire le double du premier groupe. Donc ce sont des exploitations qui arrivent à générer beaucoup plus de produits et on a là aussi une diversité entre ces groupes et on a même des exploitations qui arrivent à générer beaucoup plus de produits que ça. On atteint jusqu'à 8 000 € dans le second groupe par UGB équin présent. Donc lorsqu'on essaye de décrire ces exploitations-là, en fait on a une trentaine d'équidés sur ces deux groupes, sur ces deux types d'exploitation, une trentaine d'équidés présents, plus de chevaux pris en pension, cela paraît pas étonnant dans le second groupe, et donc plus de main-d'œuvre pour s'occuper de ces chevaux-là. On est à 2,2 UMO au total en moyenne, alors que dans le premier groupe, on est à 1,2 UMO. Et on se rend compte que dans le premier groupe, un éleveur sur 10 emploie de la main-d'œuvre, tandis que dans le second, on est à une exploitation sur 2. Donc beaucoup plus de main-d'œuvre pour justement travailler et utiliser ces animaux. Au niveau de la surface, ce sont des surfaces essentiellement en herbe, avec 38 hectares de SAU et 23 hectares de SAU dans le second groupe. Au niveau de la présence des équins sur ces exploitations-là, sur les élevages spécialisés, on a essentiellement des animaux d'élevage, donc des reproducteurs et des chevaux de moins de 3 ans, tandis que dans l'autre groupe, nous avons un peu plus de chevaux au travail. Ce qui est intéressant à remarquer également, c'est que dans ce groupe d'élevage spécialisé, on a 12% de chevaux mis en pension. Donc si on a vu tout à l'heure qu'on a à peu près le même nombre d'équins, dans un cas, on prend des chevaux en pension, et dans l'autre cas, on met des chevaux en pension pour le travail notamment. Je pense aux éleveurs de chevaux de sport qui délèguent souvent la valorisation des chevaux en concours dans des écuries de pension, qu'on verra tout à l'heure. Au niveau du nombre de juments saillies, on a le double de juments saillies dans ces élevages spécialisés. On est autour de 9-10 juments saillies par rapport à 5 juments dans le premier cas. Concernant les charges opérationnelles de ces exploitations, on a des niveaux de charges qui sont assez proches. On est autour de 1 300 1 400 € par UGB, présent toujours. On a des frais d'élevage et des frais vétérinaires qui sont beaucoup plus importants dans le premier groupe. Alors on peut le mettre en lien avec la présence de chevaux d'élevage plus importants et donc des frais de reproduction, notamment pour les élevages de chevaux de sport, de saut d'obstacle, des coûts de saillie beaucoup plus importants. Pour les charges de structure, en revanche, là, on a une très nette différence, puisque dans le second cas, on est sur une logique d'investissement en termes d'infrastructures différentes, hein, puisqu'on a beaucoup plus d'infrastructures et beaucoup plus de charges de main-d'œuvre, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport au premier groupe. Au final, sur les résultats économiques de ce premier groupe d'élevage, donc, on confirme ce que l'on a observé jusqu'à présent, même si la typologie est un peu différente que l'on a utilisé cette fois-ci pour présenter ces résultats-là. On est sur des niveaux de BE faibles, d'excédent brut d'exploitation. Donc je vous rappelle, l'excédent brut d'exploitation, ce sont les produits moins les charges opérationnelles, moins les charges de structure hors amortissement et frais financiers. Cette BE doit vous permettre de vivre, d'autofinancer une partie, de faire un peu d'autofinancement et de payer vos annuités. Le disponible donc, que je vous ai mis là par unité de main-d'œuvre exploitant, c'est ce qui permet de vivre sur l'exploitation. Donc vous pouvez voir que pour le premier groupe, hein, on est sur des résultats tout de même assez faibles, à un peu plus de 5 000 € par UMO exploitant. En revanche, sur le second groupe, on est sur un niveau de BE supérieur à 20 000 €. Ça, je pense qu'on l'a déjà également montré, avec un disponible proche de 15 000 €. Au niveau du pourcentage donc, que je vous ai mis là sur la diapo, c'est le BE sur le produit brut. Et donc c'est un pourcentage d'efficacité économique de l'exploitation.
on se rend compte que ces pourcentages sont faibles, sachant que pour 100 euros, en fait, vous dépensez 90 euros de charges sur ce type d'exploitation. Donc par comparaison, au niveau des autres systèmes bovins-viande, on est plutôt sur des pourcentages autour de 38-40%. Concernant les établissements équestres, alors au préalable, on raisonnait sur un seul groupe d'établissements, et là, lorsqu'on regarde les produits de toutes ces exploitations, on a identifié 4 profils de structure. Donc avec des produits un peu différents. Le premier groupe, ce sont des écoles d'équitation où les produits qui sont dominants, ce sont les produits liés au cours, en bleu clair, hein, liés à l'enseignement. Le deuxième groupe, ce sont des écoles d'équitation qui ont des produits liés à l'enseignement, mais aussi des produits liés à la pension. Le troisième groupe, ce sont des écoles d'équitation qui ont développé une partie assez importante de tourisme. Et le dernier groupe, des centres de tourisme équestre, avec une partie dominante de produits liés au tourisme. Alors, je vous rappelle, le tourisme, c'est tout ce qui est restauration, hébergement, stage hébergement, randonnée sur de longues périodes, ou même balade également. Donc on voit que les produits générés par ces différentes entreprises sont assez variables, hein. On va de 3 200 € par UGB et qu'un présent à 6 400 € par UGB et qu'un présent. Au niveau des éléments structurels de ces systèmes, donc les écoles d'équitation et centres de tourisme équestre ont une quarantaine de chevaux en moyenne présentes sur la structure. L'école d'équitation avec des pensions, bien évidemment, a plus de chevaux, mais a une cinquantaine de chevaux, avec plus de chevaux, bien sûr, pris en pension. On en a beaucoup moins, voire quasiment pas, dans certains centres de tourisme équestre. Au niveau de la main-d'œuvre, quels que soient ces systèmes, ce sont des systèmes qui sont consommateurs en main-d'œuvre, avec plus d'une UMO en salariés dans ces structures. Au niveau des surfaces, en revanche, si les écoles d'équitation ont des surfaces assez proches, les centres de tourisme équestre ont des surfaces beaucoup plus importantes. Là, on vous a ramené la surface par UGB et qu'un présent. Et en fait, on se rend compte que dans les centres de tourisme équestre, on est à plus de 3 hectares par UGB et qu'un présent, alors que dans les deux autres systèmes, on est plutôt autour de 1 hectare par UGB. Et la conséquence directe est l'achat de concentrés et de fourrage, hein, une distribution plus importante de concentrés, de fourrage distribués par rapport à des centres de tourisme équestre qui ont plus des animaux conduits en extensif. Sur les types de chevaux présents, si on a des poneys, des chevaux, dans le second cas, étant donné qu'on a une activité, dans les écoles d'équitation, on a des chevaux et des poneys. Dans le centre de tourisme équestre, on a plutôt que des chevaux pour ces longues randonnées. En termes de type de chevaux présents, un peu de reproduction, quel que soit le système, légèrement un petit peu plus dans les centres de tourisme équestre qui élèvent des animaux en les utilisant sur leurs activités. Au niveau des charges opérationnelles, donc là, elles sont beaucoup plus importantes sur les écoles d'équitation par rapport aux centres de tourisme équestre. Donc, en fait, ce que l'on peut dire, les centres de tourisme équestre, ils ont une maîtrise des charges, notamment par rapport à l'alimentation. Puisqu'on le disait tout à l'heure, ils ont beaucoup plus de surface, des animaux conduits un peu différemment. Et par contre, plus de charges diverses liées à la location d'animaux pendant la période estivale où ils ont un besoin un peu plus important d'animaux. Et on a également des frais de commercialisation liés à la mise en place de ces activités. Concernant les écoles d'équitation, nous avons des charges, un poste alimentation qui est très important, hein, et une alimentation finalement qui est gérée un peu différemment par rapport aux centres de tourisme équestre, où on a des animaux plus en box avec des sorties en paddock, et où on a un peu plus de fourrage et de concentré distribués. Concernant les charges de structure, on est sur des charges de structure assez proches, hein, autour de 80 000 €, avec un poste de main-d'œuvre qui est important. Alors on observe une petite différence entre le poste de main-d'œuvre des écoles d'équitation et des centres de tourisme équestre. Donc l'explication que l'on avait, c'est qu'on est sur une main-d'œuvre un peu différente, puisqu'on est beaucoup sur de l'activité saisonnière aussi en centre de tourisme équestre par rapport aux écoles d'équitation, et sans doute une formation un peu différente.
par rapport aux salariés. Là, on n'a pas tous les éléments encore pour pouvoir affirmer ces données-là. On a les éléments pour les écoles d'équitation, mais c'est vrai que sur ces centres de tourisme équestre, on n'a pas tous les éléments. Pour en finir sur ces systèmes-là, au niveau des résultats économiques, donc on voit de meilleurs résultats par rapport aux élevages. Hein. C'est ce que l'on avait déjà remarqué sur les précédentes journées, en sachant tout de même qu'on a des résultats qui varient suivant les groupes d'exploitation. Au niveau donc de ces systèmes, les excédents bruts d'exploitation vont de 22 000 euros à plus de 32 000 euros. Et au niveau du disponible, donc sur le premier groupe, on est à 13 800 euros. Sur le second groupe, on est à 23 600 euros. Et en centre de tourisme équestre, on est à 22 000 euros. Donc on est sur des niveaux de résultats supérieurs à ce que l'on a pu observer. Au niveau des critères d'efficacité économique, là aussi on est sur de meilleurs résultats puisqu'on est plutôt autour de 30% sur ces systèmes. Pour finir, les écuries, donc sur les écuries de pension, là aussi on a observé l'ensemble des produits de toutes les exploitations de ce groupe et on a identifié les profils dominants. Donc 3 profils de pension, des écuries qui ont que des produits de pension, des écuries qui ont des produits de pension mais aussi une grosse activité de produits liés à l'enseignement, et un troisième profil, des écuries qui ont de la pension et une part importante de produits de commerce, avec un niveau de produits par exploitation, donc en moyenne, qui varie de 3 800 euros dans le premier cas par UGB et CAM présent, à 5 300 euros dans le second groupe. Donc derrière ces profils de structure, en fait, dans le premier cas, on a des écuries de pension qui ont un peu toutes pensions. On a des pensions sans travail, des pensions avec travail, des pensions élevage. Dans le second cas, on trouve des écuries de pension qui développent l'aspect coaching. Donc on peut avoir soit des écuries qui ont pas mal de coaching, soit des écuries également, on en suit en Poitou-Charentes, de type cavalier professionnel qui ont monté un petit poney club à côté de leur écurie de pension. Et dans le troisième cas, ce sont également des écuries de professionnels qui ont une grosse activité de commerce, que l'on ne trouve pas dans les autres, ou que l'on trouve en moindre proportion dans les autres systèmes. Donc cette activité de commerce est assez importante dans ces écuries-là. Donc au niveau des éléments structurels, on est sur une trentaine de chevaux dans l'écurie de pension, avec 63% des chevaux pris en pension, 2,2 UMO, plus de chevaux dans l'écurie de pension qui fait du coaching ou qui a un petit poney club sur la structure. Et là, on est sur un peu moins de chevaux pris en pension en raison de la présence d'animaux de club. Et on est sur 3,1 UMO avec 1,5 salariés sur ces structures-là. Et le dernier groupe avec pension, on l'a appelé valorisation, mais c'est une grosse activité en fait de négoce. Et on est sur 48% de chevaux pris en pension, avec 2,4 UMO et 0,7 UMO salariés. Au niveau des surfaces, on est sur des surfaces quand même assez proches, puisqu'on est sur un peu moins de 30 hectares sur l'écurie de pension, on est à 24 hectares et 35 en SAU sur les écuries de pension avec valorisation ou négoce. Au niveau des types de chevaux présents, surtout des chevaux de selle dans les écuries de pension ou pension avec valorisation, et sur l'écurie de pension avec de l'enseignement, là, on est avec des chevaux et des poneys, puisqu'on a ces écuries qui développent une petite activité d'enseignement. Sur la présence des chevaux, un peu plus d'élevage dans le troisième système avec de la partie négoce. Sinon, un peu d'élevage dans les trois types de structures. Concernant les charges opérationnelles de ces groupes, de ces exploitations, donc on est sur des charges qui varient de 1 400 euros à 1 800 euros pour le système pension avec enseignement, avec des charges diverses plus importantes au niveau des pensions avec enseignement. On a
l'achat de litière dans ces frais divers, l'achat de litière et des frais de commercialisation qui peuvent expliquer aussi ces montants plus importants. Au niveau des charges de structure, là aussi des logiques et des stratégies au niveau des investissements et de la logique de fonctionnement de la structure différentes, puisque dans le second groupe, on a effectivement des charges de structure beaucoup plus importantes. Alors par rapport à l'entretien du matériel, des bâtiments et du foncier, mais également par rapport à la charge de main-d'œuvre plus importante. Au niveau des critères économiques de ces structures, on est sur des résultats un peu moindres que sur les établissements, sur les écoles d'équitation et centres de tourisme équestre, mais néanmoins des résultats qui vont alors au niveau de l'EBE, de l'excédent brut d'exploitation, on est sur 16 000 € dans le premier groupe, dans l'écurie de pension simple. C'est des choses que l'on avait déjà observées, que Bernard avait montré, pas la journée précédente, mais celle d'avant. Donc on retombe, malgré une typologie qui a un peu évolué, sur des résultats qui semblent être consolidés. Par contre, cette écurie de pension avec enseignement, qui semble générer beaucoup de produits, comme on l'a vu, et au niveau de l'excédent brut d'exploitation, on est à 32 600 €, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, bien sûr, des annuités importantes au vu des infrastructures, et donc ce qui fait qu'on a un disponible d'un peu plus de 14 000 €, alors que dans le premier cas, on était plutôt sur 11 000 €. Et sur l'écurie de pension valorisation, donc l'activité de négoce, on est sur un EBE, un excédent brut d'exploitation de 18 000 €, et en revanche un disponible qui est assez faible, puisqu'on est sur un peu plus de 6 000 €. C'est vrai que dans ce système-là, on a beaucoup de ventes, et les prix des ventes sont vraiment très variables d'une année sur l'autre. Au niveau des pourcentages EBE sur produits, on est plutôt autour de 20-25%, alors que dans les établissements, on était autour de 30%. Donc des critères d'efficacité un peu moindres dans ces systèmes-là. Pour conclure par rapport à ce travail, donc ce qui était intéressant, c'est de partir sur la mise au point d'une typologie qui était basée sur les produits réellement générés par les entreprises, parce qu'on a vu qu'effectivement on avait beaucoup de produits annexes. On voit qu'en fait on a des profils d'exploitation un peu différents de ce que l'on pensait trouver. Et on identifie des stratégies de fonctionnement différentes. Donc on en a qui sont sur l'optimisation des produits, des systèmes qui sont plutôt sur la réduction des charges. Donc on voit vraiment des logiques de fonctionnement qui sont différentes. Nous avons cependant quelques limites par rapport à ce travail-là, car en appliquant effectivement cette typologie sur les données 2011, on a certaines exploitations qui peuvent glisser d'un type à l'autre, surtout les exploitations qui ont une part d'élevage sur la structure, parce que les prix sont vraiment très variables, et un élevage qui était un élevage diversifié, effectivement, il suffit qu'il ait une grosse vente, il peut basculer sur un autre type, et c'est ce qui nous oblige à travailler sur plusieurs années et pas sur une seule année pour définir des types pour chaque exploitation. Ensuite, par rapport à ce travail-là, si donc on a des éléments sur les résultats de ces exploitations, on peut tout de même redire qu'en fait, par rapport à ces résultats économiques, on a beaucoup de diversité à l'intérieur des exploitations, ce qui nous incite à valoriser ces données sous une autre forme, à modéliser des stratégies de fonctionnement sous forme de cas types pour essayer de décrire plus finement le fonctionnement de l'exploitation, parce qu'on a beaucoup de diversité derrière ces différentes moyennes, et les cas types nous permettent d'être plus précis par rapport à ces descriptions de fonctionnement. Donc je vous remercie de votre attention.